Bienvenue dans Le Monde selon l'IFRI, un podcast de l'Institut français des relations internationales. Je suis Marc Ecker, directeur exécutif de l'IFRI et rédacteur en chef de la revue Politique étrangère. L'objectif de ce podcast est de vous donner un aperçu de la richesse de la production de l'IFRI et de transmettre des clés de compréhension du monde dans lequel nous vivons. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, qui publiera en septembre dans la revue Politique étrangère un article sur la défense de l'Europe. Elie Tenenbaum était déjà intervenu dans ce podcast il y a 1 an, à son retour du sommet de l'OTAN à Washington. Cette fois, il revient de La Haye, où nous avons tous les deux pris part au NATO Public Forum. Merci Elie d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Merci Marc. Entre les éditions 2024 et 2025 du sommet de l'OTAN, les relations transatlantiques ont été bouleversées par l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. En février, vous aviez assisté à la conférence de Munich sur la sécurité, où le discours de J.D. Vance avait glacé de nombreux Européens. À La Haye, nous avons entendu le discours d'ouverture de Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, qui a parlé, je cite, d'un engagement total des États-Unis à l'égard de l'OTAN. Quel regard portez-vous sur l'état des relations transatlantiques depuis le retour au pouvoir de Donald Trump et quel impact cela a-t-il sur l'OTAN ? Merci pour l'invitation et effectivement pour ce retour à chaud de ce sommet qui était très attendu et avec, il faut bien le dire, pas mal d'appréhension du fait du contexte que vous rappeliez à l'instant et des 6 premiers mois de l'administration Trump qui ont été marqués quand même essentiellement par beaucoup d'interrogations sur cette relation transatlantique, en tout cas vue du côté des Européens, et sur cette alliance qui a fêté ses 75 ans l'année dernière. Et qui a vécu à travers son histoire de nombreuses crises, mais qui est aujourd'hui très clairement traverse les affres d'un certain nombre de questionnements. Pour résumer les choses sur cette question de la relation transatlantique, je dirais que la relation, depuis l'arrivée de Trump, a vécu une triple rupture. Ou en tout cas, a été à l'épreuve d'une triple rupture. La première, c'est celle incarnée par Pete Hegseth, le secrétaire à la défense donc de l'administration Trump, qui le 14 février dernier est arrivé à une ministérielle OTAN et au groupe de contact pour la défense de l'Ukraine, l'UDCG, connu souvent sous le nom de groupe de Rammstein, dans lequel il a fait un discours assez bref mais extrêmement révélateur sur les intentions américaines vis-à-vis de cette relation transatlantique et dans laquelle il a dit les choses très clairement. Pour lui, il était désormais urgent que les Européens prennent en charge, take ownership, prennent la responsabilité de la défense conventionnelle du continent. Qu'est-ce que ça veut dire exactement en termes d'implication ? C'est aujourd'hui tout le débat, mais en lisant le texte, il est très clair que Access s'inscrit dans le camp de ceux qui se disent les prioritizers, les priorisateurs, qui veulent revoir les priorités de l'un des engagements américains au détriment de l'Europe et normalement du Moyen-Orient, et plutôt soit en faveur de l'Indo-Pacifique pour certains, soit de la défense continentale de l'hémisphère occidental pour d'autres. En tout cas, c'est très clairement expliqué dans son discours, et donc c'est une sorte de balancement. Donc ça, c'est la première rupture. C'est une rupture qui était annoncée malgré tout, si on lit les discours des secrétaires à la défense depuis au moins Obama et son pivot vers l'Asie. Quand on lit le discours de départ, par exemple, de Bob Gates, qui quittait en 2011 ses fonctions de secrétaire à la défense, c'était très clairement quelque chose qui était inscrit. Souvent, les Européens n'ont pas voulu y croire. On dit non, les Américains reviendront ou resteront là malgré tout parce que c'est dans leur intérêt. Mais finalement, cette question d'une réduction de la posture américaine, de la contribution américaine à la défense conventionnelle de l'Europe, elle était inscrite. Est-ce que ça doit se traduire par une prise en charge complète des Européens ? C'est une autre question et c'est celle que pose Pete Hegseth. La deuxième rupture, je vais être plus rapide, c'est la rupture sur les valeurs. Et c'est celle qui est incarnée par J.D. Vance à cette fameuse conférence de Munich, quelques jours seulement après le discours de Hegseth dont je parlais. C'est quelque chose qui est sur totalement un autre niveau.
Un autre plan, c'est J.D. Vance qui dit aux Européens finalement partageons-nous encore les mêmes valeurs, la même compréhension de ce qu'est la démocratie, la même compréhension de ce qu'est la liberté d'expression, avec un soutien affiché et qui s'est renouvelé par la suite de l'administration Trump, de J.D. Vance, à un certain nombre de partis politiques populistes ou d'obédience, on va dire, relativement radicale sur la scène politique européenne. Ça s'était fait à Munich en pleine campagne la veille des élections législatives en Allemagne. Et c'est une question fondamentale parce que la charte de l'OTAN, la charte du traité de Washington, son préambule, c'est précisément le partage des valeurs de démocratie et de liberté individuelle. Et finalement, on a une administration américaine qui dit on n'est pas sûr de les partager encore, ces valeurs. La troisième rupture, c'est la rupture incarnée par Donald Trump lui-même sur la vision de la géopolitique des relations internationales, de ce que sont les alliances, et de ce que serait la compétition stratégique. Finalement, en écoutant Donald Trump entre son élection et ces derniers jours encore, on voit se dégager une conception du monde dans laquelle les grandes puissances sont moins en compétition que dans une quête de collusion, en tout cas de trouver des arrangements, des accords pour se répartir finalement ou essayer de gérer leurs tensions, leurs oppositions, au détriment des plus faibles, au détriment des alliés. Et d'où la question. Et on a vu Donald Trump évidemment taper très très fort sur ses alliés les plus proches. Ça s'est vu sur la menace de coercition, y compris militaire, sur la prise du Groenland, sur la question de l'annexion très théorique du Canada par la force économique, selon les termes de Donald Trump, mais aussi par une volonté d'engager le dialogue de manière très amicale avec la Russie, peut-être dans une moindre mesure avec la Chine, même s'il y a aussi une volonté de négocier avec la Chine. Et donc finalement, certains ont parlé d'un retournement d'alliance, je ne pense pas qu'il s'agisse de ça, mais en revanche, il s'agit de revoir très différemment un petit peu ces questions-là. Et là aussi, ça remet en cause, si l'Amérique considère que la Russie devient un partenaire possible aujourd'hui, et que en revanche, ceux qui doivent payer ou ceux qui convient de dissuader, comme ça a été dit à un moment par un lapsus au cours du sommet de La Haye, ou simplement de pressurer, ce sont les alliés européens, et bien évidemment, c'est plus la même alliance que celle qu'on a connue pendant les 75 dernières années. Oui, alors vous avez rappelé ces discours de J.D. Vance et Hexes en février. À ce moment-là, les alliés avaient le moral très très bas. On envisageait éventuellement un retrait des États-Unis de l'OTAN, un retrait pur et simple. Et puis, les semaines passant et les mois passant, eh bien, le moral est un peu reparti à la hausse. Cette hypothèse d'un retrait a été exclue et le débat a évolué vers la question du burden sharing, le partage du fardeau financier de la défense de l'Europe, avec des objectifs qui ont été revus à la hausse. Donc ça a été le grand point du sommet de La Haye, où le seuil des dépenses de défense a été rehaussé à 5% du PIB à l'horizon de 2035. Il faut bien se rendre compte que c'est considérable, puisqu'en 2014, lors d'un précédent sommet qui avait eu lieu au Pays de Galles, le seuil qui avait été fixé était de 2%, ce que certains alliés n'ont toujours pas réussi à faire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ce seuil a été défini ? J'imagine que ce chiffre de 5% ne sort pas de nulle part. À quels besoins capacitaires et opérationnels correspond-il ? Alors effectivement, vous avez raison d'évoquer la question du burden sharing, qui est une vieille question au sein de l'Alliance. Les Trumpiens ont un petit peu innové en parlant de burden shifting, c'est-à-dire qu'il s'agissait véritablement de faire en sorte que le fardeau qui était porté, que eux considèrent comme ayant été porté majoritairement par les Américains pendant toutes ces années, devait désormais être porté majoritairement par les Européens, d'où la question d'une inversion, là où il s'agissait jusqu'à présent plutôt d'avoir une juste part et une juste contribution. Ces cibles capacitaires, ces cibles de dépenses, elles sont normalement le résultat de cibles capacitaires. Vous l'évoquez, c'est-à-dire de capacités militaires dont l'OTAN estime avoir besoin pour mettre en œuvre les fameux plans de défense qui sont la raison d'être de l'OTAN. L'OTAN, je rappelle, c'est une alliance
collective visant à se défendre contre des adversaires. C'est une alliance défensive qui n'est pas là pour attaquer, mais qui est là pour créer une forme de solidarité avec une organisation intégrée, un commandement intégré pour le faire. Les plans de défense, ils fluctuent en fonction de la menace. Dans les années qui ont suivi l'annexion de la Crimée par la Russie, il y a eu la prise de conscience d'une menace russe qui a été véritablement reconnue en fait comme telle au sommet de l'OTAN de Varsovie en 2016 et qui a enclenché une révision des plans de défense qui étaient des plans post-guerre froide qui n'impliquaient pas véritablement de menaces étatiques continentales massives. Donc depuis surtout 2020, il y a toute l'architecture de plans qui a été revue avec 3 grands plans régionaux, nord, centre et sud-est, et dans lesquels le grand état-major à Mons, sous la tutelle de SACEUR, le commandement suprême allié pour l'Europe, qui est un général américain, le général Cavoli, ils en ont déduit une liste de cibles capacitaires. Voilà ce dont on a besoin pour conduire ces plans. En faisant cette liste qui a été définitivement adoptée par les alliés, par les ministres de la Défense le 5 juin dernier de cette année-là, donc il y a quelques semaines. Cette cible, elle circulait depuis plusieurs années déjà, pour avoir pu échanger, et avec des gens de l'intérieur de la structure, et tout le monde voyait bien que même si, alors ce sont des cibles physiques, nombre de chars, nombre d'avions, nombre de brigades, etc. Donc même si la valorisation financière peut varier, globalement on sait qu'on aura difficilement à trouver un char de bataille pour 20 000 $, et donc on avait une idée quand même de combien tout ça allait coûter. Et c'est comme ça que le chiffre de 3,5% était arrivé comme un chiffre assez clair en disant, bon, si on fait l'addition entre ce qu'on a et ce qui nous manque pour arriver à ces cibles, il nous faut dépenser plus, et ce plus, ça correspond à 3,5%. Oui, parce qu'il y a ce chiffre de 5% qui a été avancé, mais qui était subdivisé. Exactement. Avec 3,5% dans ce qui est appelé les dépenses du cœur de la défense. Cœur de défense. Et puis 1,5% qui sont des dépenses de résilience et d'infrastructure. J'y viens justement. Là-dessus, on avait ce chiffre de 3,5 qui circulait avec ces nouvelles cibles capacitaires qu'on connaissait. Là-dessus, vous avez l'arrivée de Donald Trump, qui ne fait pas dans le détail, qui ne s'intéresse pas au plan de défense en particulier, et qui, depuis des années, dès son premier mandat et même avant, entretient une confusion sur cette contribution des alliés au fonctionnement de l'Alliance, d'une part, la manière dont les alliés dépensent de la défense, qui est une défense nationale pour eux, mais qui va contribuer à l'architecture commune, et ce qui devrait être, selon lui, peut-être une sorte de payback, de remboursement de ce que les Américains ont apporté. Donc souvent, il dit les alliés ne payent pas assez, ils ne payent pas leurs dettes, ou ils ne payent pas ce qu'ils me doivent. Ce n'est pas à Donald Trump que les alliés doivent de l'argent, ni même aux États-Unis, c'est bien à eux-mêmes pour contribuer à leur juste part de la défense collective. Donc il a beaucoup entretenu cette confusion, et il est arrivé à un moment à ce chiffre très arbitraire de 5%, parce qu'on avait le chiffre de 2% qui avait été effectivement pendant longtemps été une cible, et d'une certaine manière il est arrivé en disant bah, c'est pas assez, c'est pas du tout assez, moi je veux 5%, comme si les 5% allaient être pour les États-Unis, ce qui ne serait pas, encore une fois, naturellement le cas, même si c'est vrai qu'il y a une bonne partie des alliés qui s'approvisionnent auprès des Américains en industrie de défense, mais ça c'est un autre sujet. Donc, cible de 5% très ambitieuse, inatteignable compte tenu de beaucoup de l'état des finances publiques de beaucoup d'alliés, et les alliés ont finalement trouvé une manière de ruser en disant bon, il y a quelque chose qui a du sens intellectuellement et en termes de méthodologie, c'est ces 3,5% sur lesquels on voit bien. Et pour faire plaisir d'une certaine manière à Donald Trump, on va mettre 1,5% sur des dépenses plus floues qui contribuent à la résilience de l'ensemble, mais dans lesquelles certains pays entendent même par exemple les dépenses de santé en disant bah, la santé c'est des dépenses de résilience de la société, et donc voilà, donc les 1,5%, j'ai envie de dire, c'est presque pas un problème. Tout le monde sait dans les économies développées des États européens qui font partie de l'OTAN
que les 1,5% de résilience, vu le cadre extrêmement général du périmètre, elles reviendront. Mais ça permet d'arriver à ce chiffre rond de 5% pour, d'une certaine manière, donner raison à Donald Trump, ce qui était quand même le grand objectif du sommet, on l'a bien vu, y compris dans les leaks qui ont été tweetés par le du secrétaire général et la communication qui était là quand même pour montrer à Donald Trump à quel point il avait raison et à quel point on était content qu'il soit là. Un autre exemple peut-être que la santé, et là c'est un lien avec un autre document qui a été publié en 2025, qui est le livre blanc européen, présenté par le commissaire Kubilius, qui insiste beaucoup sur les questions de mobilité militaire. Et donc par exemple les investissements dans les routes, dans les ponts ou dans les tunnels pourraient être inclus dans ces 1,5%. Donc on voit bien que ce sont à la fois des dépenses qui peuvent contribuer à aider de la mobilité militaire, mais qui servent aussi et avant tout aux civils, à l'activité civile. Absolument, oui, vous avez raison, c'est surtout la question des infrastructures qui a été mise en avant. Je prenais la santé, parce que c'est vraiment ce qui semblait le plus éloigné, mais certains pays ont évoqué des dépenses de santé dans les 1,5%. Alors ce seuil de 5%, il risque d'être difficile à atteindre pour certains pays. Le cas espagnol a été beaucoup évoqué à La Haye. Mais au-delà de l'Espagne se pose notamment pour la France la question de l'importance des déficits publics qui limitent considérablement les marges de manœuvre budgétaires. Est-ce qu'on ne risque pas de voir apparaître ou réapparaître ou se renforcer un fossé entre les déclarations et la réalité ? Alors d'abord, il y a toujours eu un fossé entre les alliés. Il y a toujours eu des alliés qui dépensaient beaucoup, qui avaient beaucoup de capacités, et ceux d'autres qui faisaient moins, certains qui contribuaient moins à la défense collective. Et effectivement, là, le risque, c'est le fossé entre les déclarations et la réalité. Là aussi, il existait au sommet Newport en 2014, quand on a évoqué 2%. Certains pays y étaient déjà, il n'y en avait pas beaucoup. D'autres avaient une perspective réaliste d'y parvenir, d'autres beaucoup moins. Et là, c'est la même chose, mais encore renforcé par le niveau élevé de l'ambition. Donc aujourd'hui, on a 4 types de pays, je dirais, dans l'Alliance. Vous avez ceux qui sont déjà au moins à ces 3,5, et sans doute 3,5 plus 1,5 si on regarde dans le détail. Ce sont la Pologne et les États baltes. En gros, à peu de choses près, ils ont tous dépassé au moins les 3,5 en cœur défense. Parce que ce qu'on n'a pas dit, vous avez mentionné que les plans étaient faits par rapport à une analyse de la menace. La principale menace identifiée par l'OTAN, c'est évidemment la Russie. C'est la Russie. Plus on se rapproche de la Russie, plus les États sont sensibles et investissent dans leur défense. Je note quand même que dans la déclaration finale du sommet de La Haye, il y a 2 menaces qui sont identifiées, la Russie et le terrorisme. Le terrorisme qui d'ailleurs est un mode opératoire, n'est pas une menace en tant que telle, mais qui est cité comme menace. Absolument. Ce qui est un vieux débat dans l'OTAN mais qui avait fait l'objet d'un consensus, comme tout, je rappelle, c'est important pour les auditeurs, toute décision à l'OTAN est prise au consensus, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'unanimité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vote au sens strict, mais s'il n'y a pas d'opposition stridente d'un allié, globalement, on estime qu'on est parvenu à un consensus. C'est important pour d'ailleurs le sujet dont on parle là. Et donc la question des menaces est adoptée en consensus au moment du concept stratégique de l'OTAN. Le dernier concept stratégique date de 2022, il a été adopté au sommet de Madrid il y a donc 3 ans et fixait effectivement la Russie comme menace principale et le terrorisme qui avait été longtemps considéré comme la menace principale, en tout cas menace ou mode opératoire, restait maintenu et continue de faire partie du paysage face auquel l'OTAN se construit. Pour revenir sur nos histoires de dépenses de défense, donc vous avez quatre catégories de pays. Vous avez donc ceux qui y sont déjà, je disais, la Pologne et les États baltes. Vous avez une deuxième catégorie de pays qui semblent avoir la volonté et les moyens ou l'espace budgétaire pour y parvenir, et ce sont notamment les Nordiques, les pays scandinaves, sans doute l'Allemagne, même si ça va être plus difficile, mais voilà, aujourd'hui, entre la capacité d'emprunt d'un côté et les marges de manœuvre en termes de dépenses publiques et de pression fiscale semblent rendre cette trajectoire possible pour ces pays-là. Je rappelle juste que le club des Nordiques au sein de l'OTAN s'est agrandi puisque la Suède et la Finlande ont rejoint l'organisation. Avec une convergence politique grandissante avec les pays baltes dans un nouveau format qui s'appelle le NB8, Nordique-Baltique. Donc les 8 pays nordiques et baltiques regroupés qui désormais pèsent beaucoup, achètent ensemble et lancent beaucoup d'initiatives. 8 sur 32. Voilà, absolument.
Là-dessus, vous rajoutez la Pologne. Enfin, ça commence. C'est pas non négligeable. Si vous rajoutez l'Allemagne, ça fait une partie. On se rapproche du tiers de l'alliance. Vous avez la troisième catégorie pays, qui sont ceux qui veulent effectivement y parvenir, qui s'accordent sur la légitimité de ce chiffre au moins de 3,5% en cœur défense, mais qui aujourd'hui ne semblent pas montrer la capacité budgétaire crédible pour y arriver, même si c'est à horizon 2035. Je rappelle, le communiqué, c'est de 3,5% et plus 1,5% en 2035. Et là, je mets évidemment la France, mais je mets aussi le Royaume-Uni, je mets tout un tas d'autres pays comme la Grèce, comme la Roumanie, qui aujourd'hui sont aux 2%, mais dont on voit bien qu'entre la pression fiscale qu'ils ont établie avec des taux de prélèvement obligatoires élevés, avec le niveau d'endettement, avec la structure de leurs dépenses publiques, ne semble pas forcément laisser apparaître un chemin facile, en tout cas, pour y parvenir. Et une dernière catégorie de pays, ceux que je dirais que je qualifierais de réticents, dans lesquels on mettrait l'Italie, mais aussi l'Espagne de manière très flagrante. Dans ce cas-là, vous l'évoquiez, mais sans doute aussi la Hongrie, la Slovaquie, la Slovénie, la Croatie, d'autres pays qu'on n'identifie pas toujours de manière très claire, la Belgique, qui conteste malgré tout, mezzo voce, les seuls à l'avoir fait de manière un peu ferme, c'était l'Espagne pour des raisons de politique intérieure quand même essentiellement, qui disent non, nous on estime que 3,5% c'est une cible non seulement qui n'est pas atteignable pour nos finances publiques, mais qui n'est pas forcément souhaitable ou pas forcément justifiée. Donc là on a quand même un risque de fissure au sein du consensus entre alliés, qui n'est pas allé jusqu'au bout, parce que malgré tout, la pression américaine a été la plus forte et ils ont réussi à sortir un communiqué qui le fixait, mais ça a quand même beaucoup crissé du côté notamment de cette quatrième catégorie. Alors il y a les bons élèves, il y a l'Allemagne notamment que vous avez déjà cité. Vous aviez publié en 2023 une étude de l'IFRI sur le Zeitenwende, c'est-à-dire le changement d'air acté par le chancelier Scholz à la suite de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie. Il semble qu'avec l'arrivée de Friedrich Merz à la chancellerie, une étape supplémentaire ait été franchie. Donc effectivement, Friedrich Merz, nouveau chancelier, a décidé de rempiler ou de renouveler la spectaculaire annonce de son prédécesseur Olaf Scholz avec un fonds spécial sur la défense. On s'en souvient de 100 milliards d'euros qui avait été annoncé en 2022 après le déclenchement de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine. Friedrich Merz, donc du camp conservateur, a annoncé ce qu'il appelait un bazooka budgétaire avec une enveloppe cette fois-ci de 500 milliards qui n'est pas dédiée uniquement à la défense. On retrouve notre question des infrastructures. Il y a justement une bonne partie qui va aller sur les infrastructures, plus un engagement à maintenir les dépenses régulières de défense. Donc en Allemagne, on a ces fonds spéciaux qui viennent recapitaliser la défense ou d'autres activités, plus le budget régulier. Là où en France, on fonctionne globalement sur un budget régulier, mais parce que la situation d'endettement n'est pas la même. Et donc du côté de Merz, une volonté validée par le Bundestag de faire sauter le frein constitutionnel de la dette pour multiplier les dépenses et doubler ce budget régulier en croissance régulière de budget fédéral de la défense, de fonds spéciaux qui viendront permettre de recapitaliser, notamment de faire des acquisitions. Pour autant, il y a des débats sur la faisabilité, non pas budgétaire, mais matérielle et militaire finalement de cette trajectoire. Un des exemples, et je m'arrêterai là, sur la Bundeswehr, donc l'armée allemande, qui ne parvient toujours pas à recruter sa cible d'effectifs, ce pourquoi elle a un budget pour le faire, donc ils cherchent à arriver à une Bundeswehr à 200 000 hommes et ils sont toujours à peu près à 180 000 hommes, c'est-à-dire il leur manque 20 000 hommes qui n'arrivent pas à recruter, 20 000 hommes et femmes allemandes qui n'arrivent pas à recruter. Ils se posent même la question de recruter des étrangers pour le faire. Donc on voit bien qu'il y a d'autres contraintes capacitaires que le simple levier budgétaire. Le communiqué final de la déclaration de La Haye précise que les aides militaires à l'Ukraine seront incluses dans le décompte des 5%.
C'est une manière évidemment très concrète d'affirmer qu'en renforçant la défense de l'Ukraine, les États de l'OTAN investissent pour leur propre défense. Ce qui d'ailleurs fait partie du discours répété depuis 2022 par les Ukrainiens eux-mêmes. C'est un de leurs arguments essentiels. Quel bilan, à votre avis, tire-t-on du sommet de la Haye à Kiev, sachant qu'on a quand même croisé quelques Ukrainiens? Bien sûr. Non, il y avait des Ukrainiens. D'ailleurs, il y a eu tout un débat pour savoir si le président Zelensky allait être invité. Il y a eu la création à Vilnius il y a 2 ans du Conseil OTAN-Ukraine. Il y avait pendant très longtemps, depuis 1997, un Conseil OTAN-Russie qui ne s'est plus réuni depuis janvier 2022, et la création d'un Conseil OTAN-Ukraine qui visait vraiment à montrer que l'Ukraine avait un statut de quasi-membre, et donc ce Conseil permettait de prendre un certain nombre de décisions en présence des Ukrainiens dans des formats fermés. Ensuite, on a eu tout un tas d'engagements à Madrid en 22, à Vilnius en 23, à Washington en 2024, à chaque fois évoquant non seulement l'assistance, le soutien, l'engagement à l'aide à l'Ukraine, mais aussi l'engagement à maintenir la voie de l'Ukraine vers l'adhésion à l'OTAN, qui était l'un des grands sujets de tension avec la Russie depuis au moins 2008. L'arrivée de Donald Trump a refroidi considérablement les choses, puisque l'administration Trump, que ce soit Trump lui-même, J.D. Vance, Marco Rubio, son secrétaire d'État, ou Pete Hegseth, se sont tous exprimés en opposition à la perspective même d'une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui met complètement en porte-à-faux face à la suite des communiqués et des grandes déclarations qu'on a eues par le passé, puisque ce consensus nécessaire à toute décision de l'Alliance, il n'y en aura pas vraisemblablement, en tout cas tant que Donald Trump est au pouvoir, pour un élargissement de l'Alliance à l'Ukraine. Et en même temps, on a un engagement très fort des Européens aux côtés des Ukrainiens, du gouvernement des Pays-Bas, qui était la nation hôte. Et donc, il y avait bien la question de savoir, est-ce que on peut faire un sommet sans présence des Ukrainiens? Donc, Volodymyr Zelensky a finalement été invité, non pas pour participer à un conseil OTAN-Ukraine qui ne s'est pas réuni, mais pour participer au forum industriel de l'OTAN, ce qui montre aussi une autre dimension de la manière dont on voit, on aperçoit la suite des relations entre l'Europe, la relation euro-atlantique et l'Ukraine. Le ministre de la Défense, Rustem Umerov, ukrainien, a été également invité. Il est intervenu au forum public. Le message globalement était de dire: ce n'est pas parce que les conditions ont changé, que l'opposition américaine aujourd'hui rend cette perspective d'adhésion moins probable, que le soutien à l'Ukraine va se tarir. Et donc il y a eu d'ailleurs plusieurs annonces, notamment britanniques, néerlandaises, de nouveaux paquets d'aide à l'Ukraine, d'une capacité à remplacer l'aide américaine par un surplus d'une aide européenne. On n'y est pas encore. C'est quelque chose qui devient de plus en plus urgent, alors que le dernier paquet d'aide américaine arrive à son terme, le paquet voté par Joe Biden de 61 milliards. De ce que j'ai cru comprendre justement cette semaine à La Haye, il me semble que les dernières livraisons d'armes américaines issues de ce paquet, en tout cas, auront lieu au mois de juillet. Donc on est vraiment sur un tarissement extrêmement rapide de cette aide, et des Ukrainiens qui sont en demande, notamment pour tout ce qui est défense anti-aérienne. Et c'est une autre des déclarations de Zelensky qu'on a eues à ce sommet. Il disait que l'Ukraine allait acheter aux États-Unis des missiles de défense aérienne, notamment des Patriot PAC-3. Ce qui est évidemment un autre paradigme que celui qu'on avait jusqu'à présent, où l'Amérique donnait cette aide. Vous avez mentionné brièvement ce forum de l'industrie de défense. J'aimerais justement qu'on termine sur ce point, puisque arriver à 5% du PIB, c'est un objectif qui est fixé, mais ça veut dire qu'il faudra ensuite dépenser cet argent. Et vous avez aussi mentionné brièvement en passant que pour le moment, certains États achètent aux Américains. Là, l'idée, c'est de développer la base industrielle et technologique de défense européenne. Alors, que signifie ce seuil de 5% pour les industries de défense en Europe ?
Alors là, on est évidemment dans le cœur du débat. Encore une fois, je pense que le chiffre de 5%, je sais, est beaucoup repris par les médias. Je pense vraiment qu'il faut regarder le chiffre de 3,5% comme cible et qui est encore une fois une cible lointaine. Mais ce qui est sûr, c'est que les dépenses de défense augmentent en Europe. Voilà. Et qu'avec cette dépense de défense, se pose la question de savoir comment on la dépense. Est-ce que on la dépense en Europe? Si on la dépense en Europe, comment la dépensons, auprès de qui? Et là se pose un certain nombre de sujets. Donc vous avez différents niveaux. Historiquement, c'est vrai qu'une bonne partie des pays européens avaient tendance, sur les matériels lourds les plus importants, à acheter sur étagère aux États-Unis à travers un certain nombre de mécanismes, dont celui qu'on appelle les FMS, les Foreign Military Sales, où c'est le gouvernement américain lui-même qui négocie finalement d'État à État la vente de matériel avec les industriels américains. C'est ce qui se passait le plus souvent, qui pose un certain nombre de problèmes, des problèmes évidemment de souveraineté, puisque si les États-Unis ne souhaitent plus vendre, ça ne se fait plus, mais aussi des problèmes de délai de livraison et de contrôle sur l'usage. On avait des délais de livraison particulièrement élevés, et puis on s'est rendu compte au moment de l'aide à l'Ukraine justement que les Américains pouvaient choisir d'autoriser ou ne pas autoriser l'utilisation de tels missiles dans certaines circonstances, avec le fameux kill switch, la capacité à finalement déconnecter à distance certains armements, ou en tout cas à mettre en place des contraintes telles, parce que ça doit passer par un système de ciblage ou par un système de maintenance, comme dans le cas du F-35, qui mettait à distance. Tout ça a quand même poussé un certain nombre d'Européens à reprendre un peu d'intérêt à ce qui a été porté pendant très longtemps par la France, qui est l'autonomie stratégique européenne, l'idée que les Européens devraient posséder finalement une base industrielle propre qui couvre tous les sujets. Il y a une base industrielle européenne, simplement elle a été anémiée par 30 années de vaches maigres, de dépenses de défense faibles et des trous capacitaires où les Européens préféraient acheter directement aux États-Unis, donc dans le cas par exemple des drones ou des avions de combat de 5e génération, mais aussi de la frappe longue portée ou de la défense anti-aérienne. Donc un certain nombre de niches que aujourd'hui l'Union européenne a identifiées comme étant des cibles capacitaires prioritaires pour un développement. Voilà. Aujourd'hui, pendant longtemps, l'Union européenne l'a fait en donnant un petit peu d'incitation à la recherche et au développement commune en Europe. Ce sont des incitations. Le Fonds européen pour la défense, c'est 8 milliards d'euros. C'était 8 milliards d'euros sur 7 ans. Ce qui fait un peu plus d'1 milliard, c'est-à-dire moins de 0,3% des dépenses de défense européennes. Donc on est quand même sur l'épaisseur du trait. Il s'agissait surtout d'inciter les États à faire plus. Donc là, on va avoir d'un côté plus d'argent. Ça restera quand même l'argent des États. On va pas avoir beaucoup d'argent du MFF, c'est-à-dire du fonds du budget, on va dire multi-annuel de l'Union européenne pour ce faire, mais l'Union européenne va beaucoup plus encourager les États à dépenser leur propre argent avec un certain nombre de mécanismes, notamment le mécanisme SAFE, qui devrait leur permettre d'emprunter 150 milliards à travers des bons garantis par la Commission européenne. En échange, les Européens doivent s'engager à dépenser plus en Europe. C'est le sujet du plan Rearm Europe qui a été présenté par Kaja Kallas et par le commissaire Kubilius, qui est commissaire à la défense, premier commissaire à la défense de l'histoire de la Commission européenne, avec une cible encore aujourd'hui en train d'être discutée au Parlement européen, pour l'instant fixée à 65% de valeur produite en Europe sur du matériel européen. Le rapport Draghi mentionnait le chiffre de 80% de mémoire. Donc la France pousse l'idée d'une préférence européenne à 80%. D'autres pays qui s'estiment être beaucoup plus imbriqués dans leur structure transatlantique estiment que c'est pas du tout possible. Je prends par exemple les Italiens, avec une entreprise comme Leonardo qui fait une grande partie de son chiffre d'affaires aux États-Unis. Ensuite, on rentre dans des problèmes méthodologiques. Et l'autre chose sur laquelle la France pousse, c'est d'avoir une autorité de conception qui est en Europe, ce qui est un sujet important, puisque en comprenant ça, les Américains ont déjà commencé à évoluer vers une production américaine sous licence en Europe.
c'est déjà ce qui est en train de se passer. Par exemple, MBDA en Allemagne fabrique sous licence les missiles Patriot de RTX dans des usines allemandes avec des ouvriers allemands, et Ursula von der Leyen estime que le Patriot est un produit allemand et européen et non pas un produit américain. Là où les Français disent bah si, ça reste un produit américain parce que le cœur de la plus-value, même si vous avez 80% du produit final qui est produit en Allemagne, le cœur, ce qui va vraiment rendre son efficacité opérationnelle, il est fait aux États-Unis, l'autorité de conception et la licence, elle est américaine. Et si demain les Américains veulent le bloquer avec les différentes normes, notamment l'extraterritorialité qu'ils ont, ils peuvent le faire. Donc ça, c'est tout un débat, une bataille qui est encore en cours pour savoir si les Européens vont dépenser cet argent davantage en Europe ou continuer à le faire au profit soit de ce qu'à l'OTAN on appelle une base industrielle et technologique transatlantique, soit carrément dans des achats sur étagère, ce qui pourrait être l'un des résultats de la guerre commerciale que Trump aujourd'hui cherche à imposer aux Européens, parce que si voilà, vous êtes Friedrich Merz et que vous êtes face à un Donald Trump qui demande un rééquilibrage de la balance commerciale entre l'Allemagne et les États-Unis, vous avez soit le choix de convaincre BMW et Volkswagen d'acheter davantage de composants aux États-Unis, bonne chance pour ça, soit finalement vous avez la commande publique et l'achat de matériel de défense. Et donc il y a quand même ce risque derrière les beaux discours qu'on a fait sur l'Europe de la défense, on est des Européens qui, en ordre dispersé, finissent par céder à ce mélange d'attraction et de coercition qu'exercent les États-Unis de Donald Trump pour finalement utiliser ce levier de la sécurité et de la défense collective pour obtenir des gains commerciaux. Elie Tenenbaum, merci beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Je précise qu'il est enregistré le 27 juin. Chers auditeurs, n'hésitez pas à vous abonner au Monde selon l'IFRI sur votre plateforme préférée et à suivre l'Institut français des relations internationales sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.